par tous les temps avec vous, c'est votre météo sur France 3 avec Adréa. Adréa Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans les Alpes. Nous ouvrons ensemble ce 19-20. Alors, au sommaire de votre journal régional, Made in France 100% alpin, le groupe isérois Poma, spécialiste de téléphériques et transport par câble, annonce qu'il se lance dans l'éolien terrestre. Une usine va être construite en Savoie. Le parc national de la Vanoise, la fronde des maires qui disent non à la charte. Quel avenir pour le parc? Quel impact? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec l'invité du journal, Guy Chaumereuil, le président du parc national de la Vanoise. Le deuxième volet de notre série sur le réchauffement climatique nous emmène sur la mer de glace à Chamonix, qui a reculé de 500 mètres ces dernières décennies et a bien souffert cet été avec la canicule. À 19h30, vous retrouverez Carole Gessler. Il sera question des petites agences bancaires de proximité. Sont-elles menacées de disparition? Eh bien, c'est la question qui sera posée dans le 19-20. Et puis, éducation, le lycée français trop cher, pas assez efficace, constat très sévère de la Cour des comptes qui épingle les matières optionnelles, le nombre d'heures de cours. Les sages militent pour une réforme. Poma, vous avez l'habitude de voir ce sigle affiché sur les pylônes de nos stations en montagne, mais aussi partout dans le monde, au Brésil, en Chine, aux États-Unis. Eh bien, le géant français du transport par câble annonce qu'il se lance dans l'éolien terrestre. À l'heure de la transition énergétique des énergies renouvelables, il entend construire un site d'assemblage en Savoie. Explication Marie Michelier et Vincent Abran. Voilà à quoi ressemble le nouveau challenge de Poma. Des éoliennes terrestres que le groupe isérois entend assembler et commercialiser d'ici 2017. Plus qu'un pari, une logique de développement. Alors oui, ça fait partie de l'ADN de Poma, finalement, tout ce qui est le côté environnemental, hein, ne serait-ce déjà par les transports à câble qui sont des modes doux de transport. Et donc, toute cette énergie alternative, quelque part, font partie aussi de nos valeurs. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé au niveau du groupe. Aujourd'hui, il y a plus de 400 éoliennes qui tournent dans le monde, hein, dont on s'occupe. Car c'est bien un transfert de savoir dont il s'agit. Poma, le spécialiste du transport par câble, s'associe au fabricant d'éoliennes italien Lightwind. Tous deux font en effet partie aujourd'hui du même grand groupe industriel. Si certaines de leurs technologies sont proches, comme celle des moteurs lents par exemple, Poma compte surtout jouer sur son expérience dans la gestion d'exploitation. Une expérience qui pourrait facilement s'appliquer aux parcs éoliens. Un paramètre reste pour autant prioritaire, développer et implanter du Made in France 100% alpin. Le challenge pour Poma, c'est de franciser en tout cas tout ce savoir-faire et de devenir français chez les Français, en Savoie en l'occurrence, avec une usine d'assemblage, de fabrication, de mise en place de toutes ces éoliennes sur le marché français. Si le lieu de ce futur site n'est pour l'instant pas arrêté, l'entreprise annonce d'ores et déjà un investissement de plus de 10 millions d'euros. La création d'emplois, elle, suivra le carnet de commandes, des commandes qui ne devraient pas manquer, car à l'heure de la transition énergétique, le marché existe bel et bien. La fusillade mortelle qui a fait un mort hier à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble, serait liée à la guerre des gangs autour du trafic de drogue qui avait éclaté en 2007 et qui avait fait 10 victimes dans l'agglomération grenobloise. Au-delà de la similitude du mode opératoire à la marseillaise, le frère de la victime a lui-même été assassiné pendant cette période en février 2007 dans un parc de Fontaine en Isère. Les remous du parc national de la Vanoise, à présent, en jeu pour le plus vieux parc national de France. Sa charte en cours de ratification. Les 29 communes qui constituent ce parc devaient délibérer, statuer. Or, seules 2 d'entre elles ont accepté de la ratifier. Toutes les autres ont dit non. Certains maires qui étaient pour ont même dû baisser pavillon devant leur administré ou leur conseil municipal. C'est le cas à Champagny, en Vanoise, où sont allés aujourd'hui Nathalie Rapuc et Franck Serroni. Avec 5000 hectares, la commune de Champagny représente 10% du parc national de la Vanoise. Et pourtant, elle n'adhère pas à la charte. Le maire s'est plié à cette décision suite à une concertation des habitants. La majorité a voté contre.
Sur le fond, personne n'est contre le parc lui-même dans sa partie centrale, mais les gens disent en gros il y a suffisamment de contraintes administratives, ils ont peur qu'on en rajoute encore. Alors évidemment cette charte, elle est pour moi presque une coquille vide, c'est plus que du droit commun, il y a très peu de contraintes qui sont liées à cette charte. C'était plutôt une façon de lier nos relations sur la durée avec l'administration du parc de la Vanoise. Pour le gardien du refuge du Bois, situé aux portes de la zone protégée, c'est une erreur de ne pas soutenir le premier parc national de France. Le fait de s'appeler Champagny-en-Vanoise ou Pralognan-la-Vanoise, c'est par hasard si les communes ont rajouté ce mot à leur nom. Hein. C'est que réellement, la Vanoise, c'est une valeur ajoutée, c'est une image, ça correspond à quelque chose dans l'esprit des gens. Le parc de la Vanoise fait encore rêver. Et pourtant, les Champagnolais se sont mobilisés pour voter contre cette charte. Eugène, éleveur à la retraite, montait ses vaches en alpage dès l'âge de 13 ans. La création du parc ne lui a pas rendu service. Avant, on pouvait monter dans les alpages avec nos toitures. Aujourd'hui, on ne peut plus. Aujourd'hui, on fait tout pour que les routes ne soient pas entretenues, entre autres. Hein. Vous voyez, il y avait des framboises, par exemple, dans un perrier. On nous a interdit de ramasser les framboises qui tombent par terre. C'est tous des trucs qui sont aberrants. Après 6 années d'élaboration, la charte a été approuvée par l'État en avril dernier. Les 29 communes de l'aire d'adhésion, quant à elles, se prononceront de nouveau dans 3 ans. Et sur ce plateau, nous accueillons Guy Chomereuil, le président de ce parc de la Vanoise très chahuté. Monsieur Chomereuil, alors ce soir, c'est le désespoir ou vous gardez encore espoir pour cette charte ? Oh bah surtout pas le désespoir, mais je crois que c'est ce à quoi on assiste, il y a 2 mots pour le caractériser, la défiance et le malentendu. La défiance, elle est là depuis que l'État a préempté les terres depuis 50 ans, et peut-être que l'équilibre entre protection et développement n'est pas apparu, on vient de l'entendre, suffisamment important pour les habitants. Et puis malentendu, on a cru que la charte c'était une réglementation supplémentaire, oui, alors tout simplement c'est une invitation à travailler ensemble pour le développement. Ça n'a pas marché, on n'a pas convaincu. Oui, ben alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui reste du parc? Parce que il reste seulement 529 km², les communes au cœur, et tout le reste, toutes les communes qui accueillent les grandes stations de ski n'ont pas signé. Alors il reste l'essentiel, on va dire, le cœur du parc qui est préservé, et puis il y a 2 communes qu'il faut quand même citer parce qu'elles ont eu le courage et la détermination de le faire, c'est Pézanne-en-Croix et Saint-Martin-de-Belleville. Et puis les autres communes, avec Saint-Martin-de-Belleville et Pézanne-en-Croix, on va travailler d'arrache-pied pour prouver que la charte était une bonne chose. Encore une fois, travailler ensemble. C'est intéressant ce que vous dites, parce que le maire André Plaisance a signé, mais a dit c'est compliqué de bouger, c'est compliqué d'aménager. Il le dit lui-même. Non, c'est pas si compliqué que ça, mais surtout, effectivement, c'est l'établissement parc qui va devoir prouver avec ces 2 communes que ça marche. Hein. Et puis les autres, on ne va pas leur tourner le dos non plus, on ne va pas les jeter dans le précipice, on est bien d'accord. Hein, les 27 communes, donc on va continuer le dialogue pour que dans 3 ans, les 2 exemples des 2 communes soient suffisamment opérants pour qu'elles soient invitées à signer cette charte. Alors, il faut quand même préciser que pour les 10 autres parcs nationaux, les communes ont signé. C'est un cas unique. La Savoie est un cas unique. Oui, pour les 9 autres, puisque le 10e, c'est effectivement la Vanoise. Bon, je crois qu'il y a des données particulières, mais on le sait, on n'a pas le temps pour le dire. Mais c'est vrai que la proximité des sports d'hiver, la Savoie est un département riche. On a un peu moins besoin d'un parc national que dans d'autres départements. Mais attention, la Savoie donne aujourd'hui, qu'on veuille ou non, que ça soit légitime ou pas, une mauvaise image de marque. La Savoie est le temple du ski, très bien, moi je suis pour. Mais elle donne aussi à l'opinion une mauvaise image de marque sur l'été. Et là, il faut faire attention. Là, on est en train de perdre des points. Alors, une pétition circule, lancée par M. Pacalé. Elle a réuni près de 20 000 signatures. Elle va continuer à courir, cette pétition? Alors écoutez, moi je souhaite que dans les 3 ans qui viennent, justement, en dialogue avec les 27 communes qui n'ont pas adhéré, en action avec les 2 communes qui ont adhéré, on élargisse le débat. Je viens de le dire, les Savoyards dans leur entier, voire les Alpins, ne peuvent pas rester insensibles à la situation du parc de la Vanoise. Donc je souhaite, si l'occasion m'en est donnée, à la tête du parc ou en tant qu'administrateur, je souhaite vraiment travailler à cela
pour qu'une prise de conscience du département, des Savoyards ait lieu. C'est un bien incroyable, avec des inconvénients, mais c'est un bien incroyable, international, il faut le faire vivre. Merci Monsieur Chomereuil d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. On poursuit avec l'économie solidaire. En période de crise, elle permet à des personnes éloignées du marché de l'emploi de retrouver une activité. Dans les années 90, les ateliers d'insertion se sont multipliés, notamment dans les Alpes. Aujourd'hui, ces structures prennent de plein fouet la baisse des aides publiques. C'est le cas à Pont-de-Claix, près de Grenoble, des ateliers Marianne qui ont dû opérer une réorientation totale de leur activité. Reportage Damien Borelli et Dominique Semet. Des petites mains qui mesurent, découpent, cousent, ourlent et retouchent. Des esprits qui imaginent, osent et donnent vie à du prêt-à-porter. Vêtements customisés ou créés à partir de textiles recyclés, les modèles confectionnés par les couturières et apprentis stylistes des ateliers Marianne sont autant de pièces uniques. Alors on part d'un vêtement qui nous a été donné et en fait on trouve une idée pour changer son aspect, son allure. Donc on mélange les tissus, les couleurs, les matières. Là j'ai rajouté des bretelles et j'ai fait une petite cocarde. Et c'est donner une nouvelle vie à des vêtements qu'on nous donne. Embauchés en contrat d'insertion jusqu'à 18 mois, ces salariés viennent se former, partager un savoir-faire et trouver un équilibre. La plupart ont traversé de longues périodes de chômage. Je suis en France depuis 2008, j'ai jamais travaillé. Je trouve ici l'ambiance elle est bien, ça nous encourage à faire avancer dans notre projet personnel. Je trouve que c'est bien, ça aide beaucoup de gens à avancer. On a ressorti la mode des capes. Vous savez, Après 12 années dédiées à la création de costumes pour le théâtre, les ateliers Marianne ont été rattrapés par la crise du secteur culturel. En 2009, l'activité a été réorientée vers le prêt-à-porter. Une question de survie, d'autant que les aides publiques tendent à diminuer. C'est clair que les politiques publiques continuent à financer la partie insertion. Mais par contre, nous, on se doit de plus en plus d'être dans le développement économique pour pouvoir vivre. Mais non, nous, comme on est sur un mode du prototype, de l'économie du prototype, c'est doublement difficile parce qu'il faut avoir sans cesse de nouvelles idées, il faut avoir de la ressource, il faut avoir les marchés pour, et il faut avoir une clientèle qui s'intéresse tant à la question de la solidarité emploi, tant à la question du recyclage et du plan climat, et tant à la question de la consommation responsable. Dernière innovation des ateliers Marianne, la création de mobilier en bois de palette récupéré. Là aussi, le travail des matériaux recyclés associé à l'imagination de l'équipe permet de réaliser des produits usuels, designés maison. Voilà, donc voilà, ceux-là, tu les as recoupés là maintenant. J'ai recoupé, ouais. Donc ils ont cette largeur-là, c'est ça? C'est ça. Étagères, luminaires, mobilier de salon, chacune des pièces fabriquées ici est unique. Pour dévoiler ces réalisations au public, les ateliers Marianne organisent une journée porte ouverte ce samedi. L'objectif pour nous, c'est d'organiser cette grande vente événementielle pour faire déjà découvrir notre structure et puis surtout pouvoir présenter au grand public, aux entreprises, aux collectivités territoriales cette nouvelle orientation et puis pouvoir communiquer aussi sur le fait que tous ces meubles se déclinent en taille, en couleur et qu'on est capable de faire du sur-mesure pour s'adapter au plus près aux attentes de chacun. Trouver de nouveaux débouchés pour sauver sa mission d'insertion sociale. Tel est aujourd'hui le défi des ateliers Marianne. L'équipe espère attirer du monde ce 3 octobre. Rendez-vous toute la journée dans la zone industrielle des Îles-de-Mars, à Pont-de-Claix. Bienvenue maintenant au Papillon du Palais, un restaurant pédagogique qui vient d'ouvrir ses portes au lycée Marlioz à Aix-les-Bains. Alors, chez les Papillons du Palais, ce sont les élèves qui assurent la cuisine, le service, l'hygiène pour le plaisir des professeurs, mais également du public. Reportage Johan Etienne et Jean-Pierre Rivet. Chacun à votre poste, s'il vous plaît. Claudia, on n'a pas fini les plats témoins là. Quelques minutes avant la prise de service, on s'active dans les cuisines des Papillons du Palais. Dans ce restaurant dit pédagogique, tous les plats et le service sont réalisés intégralement par des élèves en CAP-APR, agents polyvalents de restauration. Une formation qu'a choisi de suivre Marina. Cette élève de 2e année rêve de travailler toute sa vie derrière les fourneaux. C'est la pratique, ça me plaît beaucoup. J'aime pratiquer tout ce qui est à cuisiner, tous les repas. C'est un métier que je voudrais réaliser, c'est un rêve. Technique culinaire, normes d'hygiène ou encore service en salle,
Pendant près de 2 ans, ces jeunes apprentis sont formés à toutes les tâches et à différents postes du métier d'APR. L'objectif, être le mieux préparé à la vie active. Les APR2, ils cuisinent les plats, ils les mettent au frais et moi quand j'arrive, je prends les plats et je les dresse pour après les mettre en banque froide et servir aux gens. Vous voyez justement peser au gramme près. Oui, c'est pour que ça fasse pile poil le nombre exact. Couscous, la louche au milieu de l'assiette, on fait un trou avec le dos de la louche et on met les boulettes et les légumes. 2 jours par semaine, les mardis et jeudis midi, les élèves travaillent en situation réelle. Le restaurant accueille des publics différents, des lycéens, des professeurs et même depuis 3 ans, des clients extérieurs. Il faut bien sûr avoir réservé, donné son nom à l'accueil pour pouvoir entrer, puisqu'on ne rentre pas dans un établissement public comme ça. Mais donc sur nos tables, on a divers publics qui viennent manger ici. Et c'est vrai que c'est important ces clients extérieurs parce qu'ils ont toujours un regard nouveau sur nous. Donc on est toujours en train de progresser parce qu'il y a des choses qui leur plaisent, des choses qui leur plaisent moins, mais on progresse tout le temps. Au-delà de l'accueil et des menus variés, les clients apprécient également la note. Pour une formule entrée-plat-dessert, il faudra débourser 6,50 € avec le café compris. Et puis c'est une renaissance pour un lieu emblématique de l'histoire industrielle de Crangevrier, près d'Annecy, les papeteries de Cran, qui passent du papier à l'image numérique dans le sillage du célèbre festival d'animation d'Annecy. Ce pôle va regrouper tous les acteurs de l'image du département et même au-delà. Reportage Xavier Schmitt et Didier Albrand. En pleine création, les équipes d'animation planchent sur de nouveaux épisodes d'un dessin animé, Zig et Charcot. Le studio Caribara est l'une des 25 entreprises qui viennent de s'installer. C'est aussi le cas de ce producteur audiovisuel. Il n'a pas hésité à quitter Paris. On est venu s'implanter ici parce qu'en fait, nous, de plus en plus sur les projets qu'on développe, on a un aspect purement vidéo, classique, et de plus en plus des dérivés qu'on appelle transmédia. L'ensemble de ces acteurs se retrouvent réunis, ce qui est assez rare en France, sous un même lieu. Et en plus, c'est un lieu qui a du caractère, qui a du charme, donc tout concordait pour qu'on vienne s'installer ici. Septembre 2013, la démolition des anciennes papeteries de Crangevrier, fermées depuis 2006. Mais les murs extérieurs sont conservés. Un rappel du passé industriel de la ville et un lien avec sa nouvelle vocation, une pépinière d'entreprise, mais aussi un écoquartier. Le projet est financé par un partenariat privé-public. L'équipe municipale a voulu à la fois créer beaucoup de logements, il y en a 600, mais retrouver plus d'emplois que ce que nous en avions perdu à l'époque, 115 emplois perdus. Ici, il y en a déjà 90 de retrouvés et on en attend 200 à 300 à terme. Le pôle de l'image numérique est orchestré par des experts, les organisateurs du Festival international du film d'animation d'Annecy, le plus grand du genre dans le monde. On profite de l'audience, de la réputation du festival pour dire venez vous installer à Annecy, il y a cet événement et puis autour de ça, on a créé un environnement, un écosystème qui est très favorable au développement de votre activité. Du jeu vidéo multimédia, l'image numérique occupe 300 entreprises, 1200 personnes dans le bassin d'Annecy. Direction maintenant Saint-Martin-d'Air en Isère pour le trophée d'escalade, le challenge d'escalade du trophée Gentiane, une compétition réservée aux militaires avec également du ski de montagne et du trail. Il s'agit de renforcer la cohésion des troupes et faire la promotion des sports de montagne. Reportage Cédric Picot et Yves-Marie Glos. C'est un assaut mené à main nue. Le sergent Nicolas s'engage sur une voie classée 7A+. Pour un grimpeur, c'est un beau défi, mais pour le chasseur alpin, c'est presque une routine. Ça représente vraiment une particularité des troupes de montagne. Donc l'aspect escalade, ça fait partie intégrante de notre entraînement et de notre quotidien. Certains ont pour eux l'habitude, d'autres la détermination. Les 140 compétiteurs présents sont issus des troupes de montagne françaises. Parmi eux, on trouve des alpins très aguerris, mais aussi des régiments de soutien, des soldats de l'artillerie, de la cavalerie et du génie, venus du sud de la France. Ça va du 5A à 5B et ça peut monter très haut. Il y a des compétiteurs qui grimpent 7B, 7C, voire plus. Donc le niveau est assez hétérogène, mais une bonne moyenne. Avec le ski alpinisme et le trail, l'escalade en salle, c'est l'une des 3 disciplines du trophée Gentiane. Cette compétition militaire est destinée à la cohésion des troupes, une épreuve à vocation sportive et opérationnelle.
On est des soldats de montagne, donc on a une capacité de soldats comme toute l'armée de terre, et en plus, on fait ça dans les montagnes. Donc nous, notre motivation, en fait, c'est de garder notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est être capable, dans toutes les conditions, de faire nos missions, de remplir nos missions. Donc, quand ça grimpe, quand il y a de la neige, quand il faut mettre les skis, quand il faut grimper au sommet du rocher, bah, c'est notre job, donc on adore ça. Aujourd'hui, c'est le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars qui s'est imposé dans le challenge d'escalade. Les prochaines épreuves du trophée Gentiane auront lieu au mois de février. On jette un coup d'œil sur notre site internet si vous le voulez bien. Cette intervention peu commune hier soir des Hommes du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux qui est venu aider au transport d'un habitant très corpulent de Visil jusqu'au CHU de la Tronche. Le monsieur pesait 240 kilos. Deuxième volet maintenant de notre série sur le réchauffement climatique avec l'aspect le plus spectaculaire de ce réchauffement, la fonte des glaciers. Direction Chamonix, la mer de glace sous surveillance depuis 1960 et qui, vous allez le voir, a beaucoup souffert après la canicule de cet été. Le sujet est signé Françoise Gay et Vincent Abran. Alors voilà, nous voici au niveau du glacier, comme le panneau l'indique, en 1820, et je précise aussi en 1850. Il faut s'imaginer qu'en 1820 et en 1850, on avait une bosse de glace là. On ne pouvait pas voir la rive opposée. Le glacier présentait 200 mètres de plus en épaisseur de glace. Un glacier de plus en plus difficile à atteindre. Une grotte de glace de plus en plus fragile, malgré son emballage dans des bâches. La mer de glace, le plus célèbre des glaciers de Chamonix, a reculé de 500 mètres la dernière décennie. Et la canicule de cet été a doublé son ablation par rapport aux autres années. Les autres années, en général, le glacier va perdre à peu près 5 à 7 mètres, voire un peu plus. Là, on va arriver à 15 mètres d'ablation. Cet été chaud s'inscrit dans toute une série d'années depuis 25 ans où le glacier ne cesse de perdre sa masse. Et la première conséquence saute aux yeux. C'était un glacier blanc qui est en train de se transformer en glacier noir. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un terme qu'on utilise en glaciologie. Glacier noir, à contrario au glacier blanc, c'est un glacier couvert de cailloux. Et le dernier kilomètre de la mer de glace qu'on a là sous les yeux, c'est un glacier noir, alors que le reste encore à peu près blanc. La deuxième conséquence est plus inquiétante. Si la planète continue de se réchauffer, accélérant la fonte des glaciers, un élément vital sera touché, car les Alpes sont en quelque sorte le château d'eau de la France. Si par exemple les glaciers des Alpes disparaissent, scénario catastrophe, dans 100 ans il n'y a plus de glaciers ou des tout petits résidus de glaciers, c'est peu probable, eh bien on n'aura plus de stock d'eau douce pour alimenter les rivières pendant les journées chaudes de l'été. Si on a des longs étés très secs comme cette année, eh bien toutes les rivières seront à sec. Les nappes phréatiques seront asséchées aussi. Ça pose quand même un problème pour l'alimentation en eau. Selon la plupart des simulations, les glaciers ont entamé un recul durable, à condition bien sûr que le climat continue de se réchauffer, une évolution très difficile à appréhender. Il ne faut pas oublier que le climat, c'est quelque chose qui est extrêmement fluctuant et que les glaciers ne sont jamais stables, ils sont toujours fluctuants dans leur longueur. Il ne faut pas oublier que les glaciers des Alpes étaient plus courts à l'époque romaine et à l'âge du bronze. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, on rejette énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qu'on pourrait aujourd'hui contrarier véritablement l'évolution du climat. Après la fonte des glaciers, nouvelle interrogation dans le prochain épisode de cette série. Avec la hausse des températures, les crues des torrents pourraient-elles se multiplier? Dans le massif de Beldonne, le lac Blanc est sous surveillance. Juste en dessous, dans la vallée, le village de Sainte-Agnès avait été inondé il y a 10 ans. Et je vous propose pour finir de pousser mémé dans les orties, en clair de redécouvrir les vertus de cette urticante dame des jardins. Maëlys Chauvin et Frédéric Pasquette sont allés à la rencontre d'une productrice d'orties dans les Bauges en Savoie. D'ordinaire, on se méfie de l'ortie. Nadège, elle, la défie régulièrement tout au long de l'année. Elle remplit son panier de cette mauvaise herbe, de cette satanée plante, une pratique qui lui vient directement de sa grand-mère. Ma mère, elle, ayant connu les périodes de guerre, ces choses-là, elle ne veut pas en entendre parler. Parce que, pour elle, ça correspondait à quelque chose de... Pour les pauvres, les périodes de disette, de vaches maigres. Depuis un an, Nadège est officiellement productrice de plantes aromatiques et médicinales.
Autour d'elle, le massif des Bauges est plutôt généreux en la matière. Sauge, verveine ou encore mélisse, dans son séchoir, les parfums se mélangent. Ça, c'est de la bourrache. Et parmi ces plantes bienfaitrices, bien sûr, il y a l'ortie et ses 1000 vertus ancestrales que l'on ne parvient même pas à citer. Votre grand-mère, elle vous disait de la prendre, pourquoi? Mais elle, je pense qu'elle se posait pas la question, elle la mettait dans la soupe. C'était normal. Ça remplaçait un légume, quoi. On dit c'est un fortifiant général, on dit qu'elle est dépurative, donc elle régénère le sang. Donc c'est pas mal déjà. Elle est bourrée de vitamines. Tisane d'ortie, confiture d'ortie, cake d'ortie, Nadège en met à toutes les sauces, et notamment lors de cures préventives à l'approche de l'hiver. Santé à tous, et avant de se quitter, ce rappel, le géant mondial du transport par câble Poma se lance dans l'aventure de l'éolienne terrestre et va implanter une usine en Savoie. Dans quelques instants, la suite et la fin du 19-20.